Bonjour à toutes et à tous et merci de bien vouloir nous rejoindre sur ce webinaire du Haut Conseil pour le climat qui aujourd'hui va être consacré à la présentation de notre rapport sur l'impact carbone de la 5G. Alors pourquoi avoir publié un rapport particulièrement sur l'impact carbone de la 5G? Et tout simplement c'est parce qu'on nous l'a demandé. C'est le président du Sénat qui a saisi le Conseil pour le climat, comme c'est possible, puisque le Conseil peut être saisi par les présidents du Parlement, ainsi que le président du Conseil économique, social et environnemental, et qui nous a demandé donc d'étudier l'impact carbone de la 5G. Donc nous avons publié ce rapport en décembre, mi-décembre, le 17, et aujourd'hui nous revenons vers vous pour vous en expliquer le contenu. Donc avec Corinne Lequéré, qui est la présidente du Haut Conseil pour le climat, Sophie Dubuisson-Kellier et Jean-Marc Jancovici, qui sont tous deux membres du Haut Conseil pour le climat. Donc merci de votre présence, vous êtes très nombreux à ce séminaire et on va commencer tout de suite avec Corinne. Alors avant de lancer la présentation, vous pouvez dans le chat indiquer vos questions. Comme vous êtes très nombreux, merci de vous limiter vraiment aux questions, évitez les commentaires sur les doutes sur l'origine anthropocène du changement climatique, on en a toujours, mais là, ce ne sera pas pris en compte. Essayez d'être le plus précis possible dans votre question et comme ça, c'est plus facile pour nous d'en faire la synthèse et d'y répondre. Corinne, c'est à toi. Merci Olivier, bonjour à tous et à toutes. Je vais juste démarrer la présentation. Une toute petite seconde de patience, s'il vous plaît. Voilà. Alors, allons-y. C'est parti. Donc, bon, comme Olivier vient de le dire, hein, c'est une saisine du président du Sénat qui a déclenché ce rapport. Donc, en plus, d'être une première au niveau c'est la première demande du Sénat, c'est aussi le premier rapport qui porte sur l'impact d'une nouvelle technologie, donc un rapport en prospective pour l'avenir. Au niveau du processus que nous avons mis en place pour le rapport, comme pour tous nos rapports, cette analyse a été élaborée à partir de la consultation de nombreux experts du numérique, dont certains d'entre vous, et des télécommunications venant de tout horizon. Le Haut Conseil pour le climat a également réalisé une procédure d'appel d'offres pour une étude quantitative extérieure afin d'élaborer les différents scénarios utiles à nos conclusions qui seront présentés là dans quelques minutes par Jean-Marc Jancovici sur le déploiement de la 5G au regard de ses conséquences sur le climat. Et ça a été réalisé par le cabinet Citizen, ce cabinet qui avait été précédemment mandaté par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat pour estimer l'empreinte carbone à venir du numérique de la France, actuelle et à venir. Hein. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, les fréquences utilisées pour la 5G peuvent être regroupées en trois ensembles autour de la 700 MHz. Donc, c'est les fréquences qui sont déjà utilisées pour la 4G et elles ont été attribuées aux opérateurs. Donc, on a aussi les fréquences autour de la 3,5 GHz qui sont les fréquences ayant été attribuées aux opérateurs en octobre 2020. Et enfin, les fréquences autour de la 26 GHz qui n'ont pas encore été attribuées et pour lesquelles il n'y a pas de date encore prévue de mise en œuvre aux enchères. Les principales promesses de ce nouveau standard, la 5G donc, qui sont l'augmentation des débits, la réduction de la latence et l'augmentation de la densité possible des terminaux, là, concrètement connectés, sont vraiment rendus possibles avec les deux bandes de fréquences les plus élevées, donc la 3,5 et la 26 GHz. Le Code européen des communications inclut un principe de neutralité technologique qui prévoit une autorisation générale de fournir des réseaux et des services de communication électronique
qui inclut des dérogations possibles pour des raisons d'ordre sanitaire, technique, mais pas directement des raisons d'ordre environnemental ou climatique. Et ce principe de neutralité technologique devrait être adapté explicitement en ce sens. Troisième point, l'expérience quels nouveaux usages, l'expérience du déploiement des technologies numériques passées montre que les usages finaux, en fait, sont rarement ceux anticipés, mais que les possibilités techniques des nouveaux offertes, les nouvelles possibilités techniques ont toujours été, elles, utilisées. Donc, les usages de la 5G qui sont les plus anticipés sont à destination des entreprises, avec une hausse espérée de la compétitivité de l'industrie, de l'agriculture et des territoires. Les particuliers, eux, ne sont pas a priori les premiers destinataires des avancées de la 5G, bien que le déploiement répond aussi à un besoin ciblé là où il y a des zones plus élevées et on arrive à capacité à saturation pour les réseaux de la 4G. En ce qui concerne les émissions, point très important, elles sont de deux ordres. Donc, on a les émissions, premièrement, du numérique lui-même. Donc ici, on parle de la construction et de l'utilisation des infrastructures de réseau, des terminaux, des data centers, donc de l'ensemble du numérique, qui inclut aussi les effets rebonds à l'intérieur du numérique et les évolutions des pratiques du numérique. Donc là, on parle de construire le numérique, des appareils, les smartphones, les data centers et de l'utilisation du numérique, y compris des usages non anticipés d'abord. Donc ça, c'est l'effet qu'on a quantifié dans notre rapport. On a aussi, deuxième point, les émissions induites par le numérique ailleurs qui peuvent être dans les autres secteurs, qui peuvent être soit positives, soit négatives. Donc, par exemple, le cas des déplacements qui peuvent d'un côté augmenter en raison des possibilités de nouveaux déplacements connectés, par exemple la voiture autonome qui pourrait inciter à une augmentation des émissions dans le secteur, ou au contraire diminuer les émissions dans le secteur, par exemple en offrant des possibilités de télétravail et de loisirs à domicile. Donc, ces effets induits peuvent ainsi contribuer soit à augmenter ou à diminuer les émissions globales de gaz à effet de serre en fonction des circonstances. Et ces possibilités sont très, très larges au jour d'aujourd'hui et comme je disais, elles peuvent aller dans les deux sens. Donc, Jean-Marc Jacovici va vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait exactement dans notre analyse et qu'est-ce qui est inclus ou pas dans nos conclusions. Par ailleurs, point numéro 5, il existe un risque particulier, point de vigilance pour la fréquence du 26 GHz qui est à proximité des fréquences utilisées pour l'analyse des masses de vapeur d'eau par les satellites météo. Donc, au final et au global, comme pour toute technologie, comme pour tout déploiement aujourd'hui en 2021, il faut que les émissions qui sont associées au déploiement de la 5G entrent dans les limites du climat. En France, ces limites consistent à atteindre la neutralité carbone en 2050 et à respecter les budgets carbone que l'on s'est donnés par période de 5 ans pour réduire et à réduire notre empreinte carbone, donc connectée aux produits, aux émissions associées à la production de produits. L'impact pour le climat du déploiement de la 5G peut induire des émissions de gaz à effet de serre, comme vous allez le voir dans une minute, qui peuvent être et doivent être anticipées et maîtrisées. Et Sophie Dubuisson-Kellier, dans une minute, va expliquer quels sont les moyens d'action que nous avons pour anticiper ces émissions et les contrôler et les maîtriser. En ce qui concerne qui a la capacité d'agir, et il y a beaucoup de personnes là qui nous écoutent aujourd'hui qui vous avez la capacité d'agir,
il y a 5 catégories d'acteurs qui peuvent contribuer à maîtriser les émissions de l'impact carbone de la 5G. Donc, il y a les opérateurs qui développent, qui investissent, qui commercialisent les bandes de fréquences, qui ont un rôle à jouer. Il y a l'État et les agences qui gèrent les enchères. Plus généralement, l'État joue un rôle de régulateur sur les productions et les consommations sur le territoire. Il y a aussi les collectivités locales qui autorisent formellement l'implantation des antennes et mettent les infrastructures physiques à disposition des opérateurs. On a les fabricants de terminaux, les fournisseurs qui proposent les équipements associés. Et enfin, les entreprises et les particuliers qui sont les utilisateurs. Donc, tous ces acteurs doivent être conscients des impacts climatiques et être impliqués dans sa maîtrise et activement impliqués avec des objectifs, des plans d'action et un suivi. Donc, je vais passer la parole à Jean-Marc Jacovici qui va expliquer ce qu'on a fait et quels sont les résultats. Et ensuite, Sophie Dubuisson-Kelly qui va justement parler des options et des leviers d'action. Jean-Marc, à toi. Jean-Marc, on t'entend pas. Ah, voilà. Tous ces boutons sur lesquels il faut cliquer, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Pour estimer l'impact du déploiement d'une nouvelle technologie, en fait, la méthode qui est classiquement retenue pour cela est ce qu'on appelle une analyse par scénario. Alors, une analyse par scénario consiste à comparer ce qu'on imagine qui se serait passé si on n'avait pas déployé la nouvelle technologie avec ce qu'on imagine qu'il va se passer, puisque ça s'est pas encore passé, dans le cadre d'un déploiement. Alors, dans le cadre d'un déploiement, en fait, il y a un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles il faut qu'on prenne position. Il faut qu'on prenne position, par exemple, sur la façon dont le cahier des charges des régulateurs sera mis en œuvre. Il faut qu'on prenne position sur les usages qui seront effectivement choisis par les utilisateurs de la nouvelle technologie. Alors là, il y a une hypothèse assez forte qui a été faite, qui est une hypothèse assez classique quand on réfléchit aux conséquences du déploiement d'une nouvelle infrastructure, ce qui est le cas pour la 5G, c'est de postuler que l'infrastructure, on ne sait pas exactement par quoi elle sera remplie, mais elle sera remplie. C'est un peu comme pour une nouvelle route. On ne sait pas ce que feront les gens qui seront sur la route, s'ils iront au travail faire les courses ou voir leurs cousins, mais on sait qu'ils seront dessus. Ben là, c'est exactement pareil. On a supposé que les tuyaux qui seront disponibles seront remplis. Et enfin, par contre, il y a des hypothèses à prendre sur, que je détaillerai dans la slide suivante, sur qu'est-ce qui sera déployé exactement, puisque Corinne a dit juste avant qu'il y avait plusieurs bandes de fréquences qui seraient éventuellement disponibles, et ça correspond à des usages qui ne sont pas exactement les mêmes. En ce qui concerne l'absence de déploiement de la 5G, donc ce qu'on appelle classiquement le contrefactuel dans une analyse par scénario, en fait, on peut même là ne pas écrire l'avenir d'une façon unique. Et donc, il y a 2 scénarios de non-déploiement qui ont été retenus et qui reposent sur le fait qu'on privilégie plutôt une extension de la 4G ou plutôt une extension, enfin, ou plutôt un développement des usages via connexion filaire et Wi-Fi, la fibre optique chez tout le monde et le Wi-Fi qui s'ensuit. Alors, si on regarde les 3 scénarios de déploiement qui ont été retenus et que vous retrouverez, vous verrez à quoi ça correspond dans un graphique qui arrivera un peu plus loin derrière, pardon. On va dire qu'il y a un scénario maximal, un scénario médian et un scénario bas. Le scénario maximal, c'est toutes les bandes de fréquences sont utilisées, c'est-à-dire à la fois 700, 3,5 GHz et 26 GHz, c'est le scénario du haut. C'est un scénario dans lequel une des conséquences, c'est que le parc de terminaux demande à être augmenté et renouvelé de façon accélérée. Donc, il y a une empreinte carbone associée, bien évidemment, à la fabrication de ces terminaux et au renforcement des réseaux que vous retrouverez dans les résultats derrière. Il y a une hypothèse centrale, on va dire, dans laquelle la 26 GHz est déployée de manière sélective.
La 3,5 GHz est également déployée de manière sélective, donc c'est la différence avec le scénario haut. Et enfin, vous avez un scénario bas dans lequel une partie des bandes de fréquence n'est pas déployée, et notamment la 26 GHz. D'accord. Donc ça modifie à la fois la sollicitation des réseaux et ça modifie le parc de terminaux qui est déployé. Si on regarde ce que ça donne visuellement, et c'est ça en fait qu'il faut retenir, vous voyez que dans le scénario de déploiement le plus haut, comparé au scénario de non-déploiement le moins gourmand en émissions, enfin en matériaux, en énergie et donc en émissions, vous avez une différence qui peut aller jusqu'à un peu moins de 7 millions de tonnes équivalent CO2 en 2030. Alors, ça veut dire quoi cette affaire? Ça veut dire que le déploiement en fait, tous les déploiements, quels qu'ils soient, conduisent à une augmentation de l'empreinte carbone du numérique. Ça, c'est la première conclusion qu'il faut avoir en tête. Ce qui est d'une compatibilité qu'on peut considérer comme étant discutable avec un pays qui, par ailleurs, a décidé qu'il fallait qu'il s'aligne avec l'accord de Paris, c'est-à-dire une baisse de l'empreinte carbone de la planète dans son ensemble, qui va assez vite, puisqu'on parle de quelques pourcents par an en ordre de grandeur. Donc là, vous voyez qu'on a une évolution qui est très exactement l'inverse de celle qu'on souhaite, qui pourrait évidemment être plus basse, mais enfin, elle est toujours positive dans le cas d'un déploiement plus limité. Ce qui n'a pas été évalué dans cette approche, c'est le bien que la 5G pourrait faire aux autres secteurs. Alors ça, depuis que je baigne dans le numérique, c'est une revendication que j'ai toujours vue partout et tout le temps, qui est que, alors à l'époque où j'étais jeune, ça s'appelait l'informatique, que l'informatique allait bénéficier à la baisse de l'empreinte carbone des autres secteurs parce qu'on allait éviter de se déplacer à cause du télétravail, éviter de faire ceci et éviter de faire cela grâce à la circulation des octets plutôt que la circulation des personnes ou des marchandises. En fait, aussi loin que remontent les statistiques, ce que vous pourrez constater, c'est que les deux sont toujours allés de pair. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans l'histoire des hommes, une augmentation de la circulation de l'information n'a engendré une baisse des flux physiques de personnes ou de marchandises. Et donc, il me semble, ça c'est un avis très personnel, qu'il reste à démontrer de la part des protagonistes de ce genre de théorie que ça deviendrait vrai cette fois-ci, alors que ça s'est avéré faux historiquement jusqu'à maintenant. Si on regarde d'où vient la hausse de l'empreinte carbone du numérique, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'elle vient essentiellement de la fabrication d'un parc de matériel supplémentaire qui est nécessaire pour que les usages prennent place. Alors, la moitié de l'augmentation de l'empreinte carbone, ou la moitié de l'empreinte carbone plus exactement de la 5G, vient de la fabrication des terminaux. Alors ça, c'est des émissions qui prennent place en dehors de la France, hein. C'est les émissions nécessaires à l'activité minière amont, à l'activité métallurgique amont, à l'activité d'assemblage, à l'activité de création de semi-conducteurs. Les écrans tactiles sont bourrés de semi-conducteurs exactement comme l'intérieur des smartphones. Alors terminaux, c'est smartphones, tablettes, ordinateurs. Vous avez réseau amont, c'est les matériaux qui sont nécessaires à la fabrication des composants qu'on va trouver dans les réseaux, qui sont essentiellement fabriqués en dehors de France aussi. Et enfin, data center amont, c'est la fabrication des data centers. Et là, c'est pareil, c'est essentiellement fabriqué en dehors de France. Donc, en fait, les 3/4 de l'empreinte carbone de la 5G, c'est des émissions qui n'appartiennent pas à l'inventaire territorial, qui est le seul sur lequel on a pris des engagements au titre de l'accord de Paris. Après, vous avez utilisation. Alors, utilisation, c'est l'électricité qui est nécessaire au fonctionnement. Et même là, vous avez encore une partie qui est en dehors du territoire, puisque l'utilisation des data centers est pour partie située en dehors du territoire. Je rappelle que dans le monde, les 2/3 de la production électrique sont faites au combustible fossile, 40% charbon, 25% gaz. Et donc, que l'électricité aujourd'hui, nonobstant ce qu'on peut trouver sur l'essor des renouvelables, n'est pas du tout décarbonée. Loin s'en faut, la production électrique, c'est 25%, un peu plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre, tout gaz confondu dans le monde. En France, la consommation électrique supplémentaire qui dériverait de cet usage de la 5G se promène selon l'hypothèse qu'on fait sur le scénario de déploiement et l'hypothèse qu'on fait sur le contrefactuel, entre 17 et 40 TWh à l'horizon 2030. Je rappelle que la consommation électrique française aujourd'hui est d'un peu plus de 400 TWh. Ça vous donne un ordre de grandeur, hein. Donc, vous voyez qu'on est en train de parler d'une augmentation de la consommation électrique liée à ce simple déploiement de la 5G qui n'est pas du tout anecdotique au regard de ce qu'est la consommation électrique actuelle.
Voilà, et là je passe la parole à Sophie qui va nous parler des enjeux et de la manière d'y répondre. Merci Jean-Marc. Oui, donc cette analyse que vient de présenter Jean-Marc nous a conduit à formuler des recommandations pour que le déploiement de la 5G se fasse en cohérence avec les enjeux climatiques. Et on voudrait notamment insister sur le fait qu'il est absolument essentiel que se mette en place une stratégie climatique pour le numérique, une stratégie qui sera accompagnée par les pouvoirs publics et qui reposera sur des engagements importants des acteurs du secteur. Donc il y a 4 points que nous soulevons pour cette maîtrise des émissions. Alors le premier point, c'est cette question de l'augmentation de la demande d'électricité. Donc une attention particulière doit être apportée sur les capacités de production d'électricité décarbonée en France à l'horizon 2030, qui tiendra bien sûr compte de cette consommation additionnelle liée à la 5G. Les normes de consommation énergétique en phase d'utilisation pour les terminaux et les équipements de l'infrastructure de réseau peuvent aussi être mises en place au niveau européen. Et l'ARCEP, l'autorité de régulation, pourrait être mandatée par le gouvernement pour fixer des objectifs contractuels de maîtrise de cette consommation d'électricité pour les opérateurs et inscrire ces objectifs dans les cahiers des charges pour les fréquences qui restent à attribuer. Il y a également un point de vigilance important à avoir en matière de justice sociale, puisque on aura une hausse de la demande qui peut avoir des effets sur les prix de l'électricité. Donc il est important de maîtriser ces dimensions-là. Le deuxième point, c'est la question de l'augmentation de l'empreinte carbone. Jean-Marc a bien insisté sur cette dimension extrêmement matérielle aussi de cet usage en fait de la 5G. Donc, sur le plan des émissions importées, aucune mesure ne permet leur contrôle à l'heure actuelle en France, bien qu'un plafond va être fixé dès 2022 suite à la loi énergie-climat. Donc, il y a une première étape de cette maîtrise de ces émissions qui devrait être la publication d'une stratégie quantifiée de réduction des émissions importées du numérique, qui serait intégrée à la feuille de route sur l'impact environnemental du numérique actuellement en cours de préparation. Cette feuille de route doit impliquer les industriels et les entreprises du secteur du numérique, également l'ARCEP, qui peut proposer des engagements de maîtrise des émissions dans le cahier des charges d'utilisation des fréquences 5G. On peut aussi recommander que des normes d'émissions en cycle de vie soient fixées pour les terminaux, pour les différents produits, et ça au niveau plutôt européen. Troisième point, sur la diapo suivante, l'arbitrage entre les pratiques émettrices. Merci. Alors, ça a été rappelé par Corinne et Jean-Marc, les usages sont toujours difficiles à anticiper en amont. Historiquement, on sait qu'ils dépendent avant tout des possibilités offertes par les technologies, qui dépendent des services numériques qui seront proposés, des stratégies d'innovation développées par les entreprises. On sait aussi que ces usages vont souvent largement au-delà de ce qui avait pu être anticipé. On sait enfin que lorsqu'il y a des gains d'émissions ou de consommation énergétique, il y a toujours des effets rebonds. Donc on recommande que les fabricants de terminaux et fournisseurs de services numériques informent, sensibilisent, éduquent les utilisateurs sur les impacts de la 5G par des dispositifs informationnels dont on sait qu'ils fonctionnent bien, comme l'affichage environnemental sur les terminaux des consommations énergétiques et des émissions, des guides de bonnes pratiques, des différentes formes de sensibilisation. Il pourrait aussi appartenir au débat public d'identifier des priorités dans les usages au sein du numérique, compte tenu des enjeux climat qui sont les siens, comme par exemple le fait de valoriser les données qui sont au service de l'environnement. C'est une piste en tous les cas. Mais cette exigence de sobriété énergétique ne doit pas reposer uniquement sur les usages et donc sur les usagers. En aval, ça doit aussi concerner la conception des services numériques et des technologies. Par conséquent, il faut agir en amont des usages et c'est le quatrième point. Les contributions théoriques de la 5G à la transition bas carbone reposent actuellement sur peu d'évaluations quantifiées. Pour les rendre effectives, il est nécessaire de mieux évaluer la manière dont la 5G et plus généralement le numérique peuvent contribuer à la transition bas carbone et sous quelles conditions. Une telle évaluation pourrait faire partie de la feuille de route sur l'impact environnemental du numérique que j'ai déjà mentionné. La question fondamentale est que ces usages ne se développeront pas indépendamment des possibilités offertes par les technologies et les services proposés par les fabricants et par les opérateurs. Et c'est à ce titre-là qu'on peut parler de nécessaire responsabilisation de l'offre.
Il est indispensable que se développe une culture climatique au sein du secteur du numérique, qui doit conduire les différents acteurs à la maîtrise de l'empreinte carbone, et elle sera d'autant plus légitime qu'elle pourra être portée par les acteurs économiques et professionnels et qu'elle ira jusqu'à la maîtrise des effets rebonds. Enfin, sur la dernière diapo, nous récapitulons nos différentes recommandations. Donc, il s'agit d'éclaircir les enjeux en amont avec des études d'impact environnementaux au moment de l'allocation des prochaines fréquences et d'assurer qu'ils entrent dans les limites du climat au même titre que les autres secteurs. Les impacts de la 5G sur les émissions de GES restent incertains. Il est nécessaire d'évaluer l'impact climatique de toutes les décisions politiques, dont celles liées au développement des nouvelles technologies, au même titre que les autres impacts environnementaux. Il s'agit également d'imposer la maîtrise de l'empreinte carbone aux opérateurs. Le gouvernement doit mandater l'ARCEP pour qu'elle propose des engagements volontaires dans le cahier des charges d'utilisation des fréquences 5G. Ces engagements seront présents au moment de l'attribution des prochaines bandes de fréquences 5G. Pour les bandes de fréquences déjà attribuées, une renégociation des modalités d'utilisation des fréquences pourrait être menée afin d'introduire des engagements de maîtrise de l'empreinte carbone. Troisième point, tenir compte des effets sur la demande d'électricité et de ses implications pour le système européen d'échange de quotas d'émissions. Quatrième point, agir sur les émissions importées au travers de la feuille de route en préparation par l'administration et au niveau européen. Et enfin, dernier point, informer, sensibiliser et responsabiliser les usagers et les usages, mais vous avez compris que ce n'était pas la première cible, que ce soit des particuliers, des entreprises, à ces notions de bonne pratique qui évitent le gaspillage ou l'utilisation disproportionnée d'énergie associée aux services numériques. Et je passe la parole à Olivier pour l'animation des questions-réponses. Merci Sophie, merci à tous les trois pour vos présentations. Il y a beaucoup de questions dans le chat de la part des auditeurs. Une qui revient régulièrement, notamment et qui fait référence à un rapport qui a été beaucoup cité au mois de décembre, qui est le rapport GSMA, dont on pourrait éventuellement repréciser le contexte. C'est un rapport qui indique que en fait, les gains d'émissions les gains d'émissions induits par la 5G seraient de 1 pour 10 et donc s'interroge sur le fait de savoir est-ce que le Haut Conseil pour le climat a bien pris en compte cette dimension et qu'est-ce qu'on aurait à dire sur ce rapport de 1 à 10. Je ne sais pas si Jean-Marc, par exemple, tu veux intervenir dessus. Alors, si j'ai bien compris, l'idée c'est que pour une tonne émise par le système 5G, on économise 10 tonnes ailleurs, c'est ça? C'est ça. Alors il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que la commande qui a été faite ne porte pas sur l'impact de la 5G, sur les émissions ou au contraire les augmentations ailleurs. On peut en fait plaider en théorie que les deux prennent place. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est ce que je disais tout à l'heure, la digitalisation permet d'augmenter l'efficacité d'un certain nombre de processus et donc permet d'engendrer des économies dans un certain nombre de processus. Alors unitairement, ça a toujours été vrai. C'est-à-dire que si on regarde la fabrication d'une théière ou le déplacement, je sais pas, ou le visionnage d'un octet quand on regarde la télévision, ça a souvent été vrai, pas toujours, mais ça a souvent été vrai, cette affirmation. Mais il faut combiner ça avec l'augmentation des usages, c'est le fameux effet rebond. C'est ce dont on a parlé au début de cet exposé, c'est-à-dire le fait qu'une nouvelle technologie suscitait de nouveaux usages et que les gens allaient s'en emparer. Et en fait, il n'est, j'ai envie de dire, pas propre sur le plan du raisonnement de séparer les deux, c'est-à-dire de considérer qu'on ne prend que l'un et qu'on ne regarde pas l'autre. En fait, si on essaye de regarder historiquement comment les choses ont évolué, de fait, ça fait 1 siècle et demi que les émissions planétaires augmentent et l'augmentation de ces émissions planétaires ne connaît aucune rupture de pente au moment où on a introduit les technologies informatiques puis digitales. C'est-à-dire si on regarde le système pris macroscopiquement, il n'y a rien qui permette de dire ce système s'est mis à se comporter différemment à partir du moment où on a eu du numérique et du digital. Ce qui semble accréditer la conclusion que ce qu'on gagne éventuellement d'un côté, en fait, on fait plus que, entre guillemets, le perdre ailleurs dans les nouveaux usages qui sont déployés. Et il faut prendre le système dans sa globalité
Maintenant, je le répète, dans la commande qui a été faite au HCC, il n'était pas inclus d'avoir une conclusion quantitative sur ce point. Merci Jean. Merci. Si je peux me permettre de compléter, Olivier, il faut vraiment peut-être mettre ce développement dans le contexte de la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, on a cette trajectoire vers la neutralité carbone, on a des objectifs carbone tous les 5 ans. Pour le moment, la France n'est pas sur la bonne trajectoire. Les émissions ont diminué dans les 5 dernières années de 1,2% par année en moyenne. Et il faudrait très, très vite tripler ce rythme de réduction, de baisse de gaz à effet de serre. Donc, on n'est pas dans les bonnes tendances en ce moment. On a un effort monstre à faire pour accélérer la baisse en émissions. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a une nouvelle technologie qui va tirer dans les deux sens. Donc, il y a des effets potentiels positifs, effectivement, ceux qui sont mentionnés classiquement au niveau de l'industrie, au niveau de l'efficacité dans le domaine du transport, mais il y a aussi des effets qui vont dans l'autre sens, qui peuvent augmenter les possibilités et effectivement les émissions associées dans l'autre sens. Et ce qu'il faudrait que l'on voit maintenant, parce que le temps presse, il faudrait qu'on voit les acteurs mettre en place des stratégies pour faire en sorte que le potentiel qui puisse aider à réduire les émissions soit effectivement mis en place au bon niveau. Donc là, on parle de bien comprendre, on parle pour le gouvernement de faire une feuille de route très détaillée de ce potentiel. Il y a une feuille de route qui a été publiée avec 50 mesures pour un agenda national auquel le Haut Conseil pour le climat a participé en juillet dernier, qui est assez vol d'oiseau. Il faudrait aller au deuxième niveau maintenant, c'est-à-dire prendre ces mesures et faire en sorte de savoir qui implémente quoi, avec quel financement, etc., de mettre en place un suivi avec des données et tout, pour un côté, pour que justement ce potentiel soit réalisé. De l'autre côté, il faut encadrer les effets rebonds qui vont être très nombreux, qui sont très nombreux futurs, pour que, en fait, ils ne se réalisent pas, ou en tout cas qu'ils soient bien contrôlés et qu'ils puissent aussi renverser effectivement la trajectoire de gaz à effet de serre. Donc, nous n'avons pas incorporé tous ces aspects dans notre rapport qui est très court, hein, comme vous pouvez le voir, et qui se focalisait directement sur le déploiement de la 5G. Mais ceci dit, c'est pas donné que les possibilités vont se réaliser avec les plans d'action qui sont au jour d'aujourd'hui en place. Donc, j'invite vraiment le secteur à se mobiliser pour mettre en place justement ce potentiel et aider les autres secteurs à faire réduire leurs émissions. Merci Corinne. Par ailleurs, j'ajouterais que le rapport GSMA est donc publié par le GSMA qui, de son propre aveu, donc en tête du rapport, représente les intérêts des opérateurs à travers le monde entier et que sa méthodologie est intéressante. Je vous y renvoie, c'est page 50 je crois, puisqu'ils admettent même qu'ils ne prennent pas en compte l'effet rebond et très modérément l'effet de renouvellement des terminaux. Donc en écartant tous ces effets, forcément le rapport de 1 à 10 se justifie d'autant plus. Autre question, est-ce qu'il serait possible de distinguer entre les usages et est-ce qu'il serait possible de distinguer entre les usages entre particuliers et professionnels? Est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur des outils tels que des taxes, par exemple, pour arriver à cet objectif? Est-ce que peut-être Sophie, tu peux revenir là-dessus? Oui, alors il est clair que ces différents développements technologiques posent immédiatement la question des usages et du coup des usages certains usages seraient prioritaires par rapport à d'autres, soit parce qu'ils seraient plus favorables à la transition bas carbone, soit parce qu'ils pourraient encourager celle-ci. Alors, il y a plein de moyens, en effet, on sait aujourd'hui piloter cette question des usages avec des outils tels que des
tels que des taxes ou ce genre d'outils. Ce qui est important, c'est de replacer cette priorisation dans le débat public, parce que au fond, ce que ça signifie, c'est que il faut qu'à un moment ou à un autre, à un niveau collectif, on s'accorde pour dire que certains usages sont prioritaires par rapport à d'autres. Donc, il faut à la fois adosser en fait ces hypothèses sur des études qui sont robustes et sur des décisions qui sont démocratiques et valides sur le plan démocratique. Merci Sophie. Il y a beaucoup de questions assez techniques sur les fondamentaux du rapport. Elles sont là. Je vais vous renvoyer à notre site où d'abord vous pourrez trouver le rapport 5G, parce qu'il y a eu aussi des demandes de savoir où est-ce qu'on pouvait se le procurer. Et puis aussi vous trouverez toutes les études qui ont servi de support au rapport, avec le détail notamment de la fréquence de renouvellement des terminaux qui varie selon les différents scénarios et qui suscite pas mal d'interrogations. On a aussi pas mal de demandes sur le rôle des collectivités locales dans l'installation des antennes. Alors, il y a plusieurs demandes qui nous disent comment est-ce qu'on peut s'opposer, pourquoi je ne suis pas parvenu à m'opposer à l'installation des antennes. Là, ça dépasse un peu le rôle du HCC, mais peut-être par contre le rôle des autorités locales comme accélérateur de l'action climatique. Est-ce que vous auriez un commentaire dessus ? Je peux peut-être juste dire quelques mots, c'est-à-dire que on a dit dans nos rapports successifs, en particulier le rapport annuel de l'année dernière, que pour en fait aller au niveau du réchauffement climatique, il faut vraiment que les collectivités locales et les territoires, les régions en particulier, soient impliquées dans l'action, dans la réponse au réchauffement climatique. Donc, il y a des plans d'action qui se font au niveau du territoire et il faudrait que ces plans d'action, ils ont déjà en partie, en fait, l'intégration des objectifs climatiques, mais que ça soit renforcé. Il y a beaucoup de leviers qui existent, entre autres le soutien à l'économie locale, qui peuvent être orientés pour soutenir les déploiements qui sont cohérents et consistants avec l'atteinte de la neutralité carbone. Je ne sais pas si tu avais quelque chose en particulier, Olivier, que tu souhaitais soulever ici. Considération plus générale pour rappeler aussi le rôle des acteurs locaux dans la transition bas carbone. On a des questions qui portent sur le suivi des émissions et des recommandations au Conseil pour le climat. Comment est-ce qu'on va savoir dans quelques années si nos recommandations étaient bonnes? Comment est-ce qu'on mesure tout ça? Et dans un avenir plus immédiat, qu'en est-il des 26 GHz, de la bande des 26 GHz et de son déploiement? On sait qu'il y a des critiques dessus, notamment par rapport à la fragilité des prévisions météorologiques qui pourraient en résulter. Est-ce que vous avez des commentaires dessus? Je veux bien faire un commentaire sur le suivi des émissions. Donc, les émissions, elles sont publiées, mises à jour chaque année et elles viennent avec un certain nombre d'indicateurs de suivi. Et un des indicateurs, c'est effectivement l'empreinte carbone. Donc, c'est important pour le rapport là qu'on parle aujourd'hui. Le carbone, c'est le carbone qui a été utilisé pour les appareils qui sont importés en France et produits à l'étranger. Donc, on vient, nous, le Haut Conseil pour le climat, de publier à la demande du gouvernement un rapport sur comment maîtriser l'empreinte carbone, donc qui est qui touche beaucoup le sujet dont on parle. Donc, il y a un suivi de l'empreinte carbone où on peut voir les émissions importées, d'où elles viennent, et en particulier les émissions des appareils électroniques et électriques. Donc, on peut faire déjà un suivi sur les émissions associées à ce niveau-là. Donc, on peut voir, c'est un des indicateurs que l'on peut utiliser pour voir s'il y a des mouvements. On regarde, et le gouvernement aussi, pareillement, la mise en place de dispositifs, parce qu'il y a plusieurs recommandations qui ont été faites au niveau des lois, par exemple la fin de vie des appareils et le recyclage, qui est déjà touché par un certain nombre de lois. Et si les dispositifs sont en place, si la loi effectivement fonctionne ou pas,
Et pareillement, on pourrait avoir des dispositifs par rapport au suivi éventuel de l'empreinte carbone. Pour rappel, ici, le gouvernement s'est engagé à l'intérieur de la loi énergie-climat à mettre un plafond pour les émissions de l'empreinte carbone, plafond que nous recommandons pourrait être suivre une trajectoire qui serait cohérente avec la neutralité carbone en 2050. Et pour ce secteur, il y a un objectif spécifique de 80% en 2050. Donc, dernier élément, et c'est vraiment important parce que les choses bougent très, très vite, que le gouvernement mette en place des évaluations, un suivi et des données à chaque fois qu'il y a des changements, un déploiement d'une nouvelle technologie, comme c'est le cas en ce moment. Et la 26 GHz qui n'a pas encore été attribuée, du coup, on recommande qu'il y ait une étude d'impact sous l'angle climatique qui soit faite en amont, avec une implémentation des données, des indicateurs de suivi par rapport au déploiement qui pourrait éventuellement être associé. Merci Corinne. Pour répondre à une question qui revient souvent, les bases scientifiques, les références sont indiquées dans notre rapport et dans les documents qui ont servi de support à la rédaction du rapport. Donc vous trouverez tout ça sur notre site internet. Une question qui revient aussi sous plusieurs formes. Est-ce que la maîtrise de l'effet rebond qu'on pourrait constater, qu'on pourrait vouloir, n'irait pas contre les intérêts des opérateurs et la rentabilité de la 5G et plus largement, il y a beaucoup de questions sur fallait-il déployer la 5G, mais c'est pas exactement l'angle sous lequel s'exprimait le Conseil pour le climat. Est-ce que l'un d'entre vous veut revenir dessus ou pas? Oui, moi je veux bien revenir dessus. Effectivement, on ne s'est pas exprimé pour ou contre la 5G. On s'est exprimé sur les émissions qu'elle pourrait engendrer et la façon de maîtriser un déploiement éventuel, ce qu'il faut faire avant de planifier un déploiement éventuel et ce que l'on peut faire au jour d'aujourd'hui avec la position dans laquelle on est. Merci Corinne. Des questions aussi qui sont revenues sur les enjeux du télétravail, en disant que le télétravail pourrait aider à diminuer les émissions et donc le déploiement d'infrastructures plus efficaces comme la 5G favoriserait le télétravail. Qu'en est-il? Là-dessus, je peux répondre. En fait, pour répondre à cette question, il faut faire exactement la même chose que ce qui a été fait dans le rapport, c'est-à-dire faire une analyse par scénario et comparer deux évolutions du monde, qui sont une évolution avec télétravail et une évolution sans télétravail. Alors, hors Covid, je peux préciser, hors Covid, le développement du télétravail ne conduit à une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre qu'à partir du moment où on évite deux choses. C'est qu'on évite de chauffer des surfaces, et par ailleurs qu'on évite des déplacements en véhicules mécanisés fonctionnant aux énergies fossiles. Alors, éviter de chauffer des surfaces, ça signifie que quand les gens ne sont pas dans leur lieu de travail habituel, leur lieu de travail habituel n'est pas chauffé. En pratique, c'est pas quelque chose qui se passe facilement. Si vous avez un bureau, parce qu'on va prendre l'exemple d'un bureau, qui vous appartient, donc c'est pas un bureau, c'est pas un open space dans lequel on prend un bureau à la volée, c'est un bureau attribué. Bah, si vous n'êtes pas là, personne d'autre ne s'y met et la surface est chauffée quand même. Donc ce télétravail-là ne permet pas d'éviter du chauffage. Ce qui a également été constaté, c'est que le nombre de déplacements par personne et par jour dans un pays comme la France est à peu près constant depuis qu'on tient des statistiques, parce que nous avons un besoin qu'on pourrait qualifier biologique de sortir de chez nous. Je dis bien hors Covid et hors confinement. Et ce qui a été constaté, c'est que les gens qui se mettent en télétravail, très souvent, il y a un effet rebond sur les déplacements, c'est-à-dire qu'ils profitent du fait d'être chez eux, quand il n'y a pas de couvre-feu à 6 heures ou pas de je sais pas quoi, pour aller faire des courses à la piscine ou qu'est-ce que je sais. Et donc, en fait, il n'y a pas non plus d'économie significative de déplacement. Les conditions dans lesquelles le télétravail peut effectivement engendrer une économie d'émissions, c'est vous supprimez le déplacement mécanisé et vous supprimez la surface de bureau chauffé, ce qui suppose quelque chose qui est beaucoup plus profond que simplement laisser les gens chez eux.
qui est de supprimer à due concurrence des gens qui ne viennent pas au bureau les surfaces de bureaux chauffés. Donc ça veut dire qu'il faut que les immeubles tertiaires diminuent de taille et qu'il y ait une allocation à la volée pour les gens qui continuent à venir au bureau. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on fait classiquement dans l'essentiel des endroits où on pratique le télétravail. Et je dis bien c'est hors Covid. Parce que là, dans le Covid, on a résolu le problème de l'effet rebond en empêchant les gens de se déplacer après 6 heures pour le moment. Il y a des endroits où en mettant la totalité des gens en télétravail dans un immeuble de bureau, ben, on arrête de chauffer l'immeuble et là, effectivement, il y a des gains. Je réinsiste sur un point de méthode. On ne peut pas, il n'est pas légitime de considérer que quand on déploie une nouvelle technologie, on isole l'éventuel effet positif de la nouvelle technologie en ignorant délibérément d'autres usages qui sont développés parce que la technologie est là. C'est toujours très très difficile de segmenter exactement, c'est toujours intellectuellement très discutable de dire ah ben si on déploie la 5G, alors il va y avoir plus de télétravail, ça c'est bon, mais on ne compte pour rien le fait que les gens vont augmenter les téléchargements de vidéos en haute définition. Ça, on n'en tient pas compte. Malheureusement, on va avoir les deux à la fois, et c'est bien dans cet esprit-là que l'analyse a été faite. C'est en regardant la totalité de ce qui se passe sur l'utilisation de l'infrastructure. Mais je redis, sur le télétravail, il faut bien voir que ça ne marche, les économies liées au télétravail, qu'à partir du moment où on diminue des surfaces de bureaux chauffées et où on diminue les déplacements mécanisés sans effet rebond. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Jean-Marc, insister sur le fait que, en fait, derrière des pratiques qui se numérisent, qui utilisent davantage le numérique, on a toujours une très très grande production matérielle, production dont nous avons insisté dans cette présentation sur le fait que elle était responsable de l'accroissement de l'empreinte carbone. Donc, ce qui est important, finalement, c'est de toujours réfléchir en fait à ces dimensions de digitalisation en mettant en regard la production matérielle qu'elle produit nécessairement. Et aujourd'hui, on n'a pas de forme de digitalisation qui sache s'affranchir de cette production matérielle, qu'il s'agisse du télétravail ou de toute autre forme d'usage du numérique. Et ça, c'est vraiment ce qui nous paraît important de garder en tête et qui, d'une certaine manière, oblige à avoir cette réflexion climatique autour du numérique, autour du digital, et finalement sans négliger en fait tous les aspects que contient le numérique. Merci Sophie. Et aussi pour votre information, je vous renvoie à notre rapport annuel publié en juillet dernier, dans lequel nous avons fait un petit encadré sur le télétravail, ses impacts et ses potentiels effets rebonds qui ont déjà été signalés par Jean-Marc et par Sophie. Et je rebondis aussi sur c'est le cas de le dire, sur ce que disait Jean-Marc. Il y avait une question qui demandait si une fois que la 5G est installée, est-ce que son utilisation à outrance est émettrice? La réponse est oui. Elle est émettrice parce qu'il faut alimenter le système, donc ça sollicite plus le réseau, comme il a été expliqué tout à l'heure, ça engendre des débits supplémentaires. Ça sollicite, alors le réseau il est sollicité à la fois sur les infrastructures filaires et puis sur les antennes qui utilisent de l'électricité. Et puis par ailleurs, l'usage engendre nécessairement un renouvellement constant du parc de matériel, puisqu'il y a une durée de vie qui est ce qu'elle est sur les terminaux. Et ça répond également à une question que j'ai vu défiler dans le chat, donc même si j'ai pas le droit de la prendre, je vais y répondre quand même. Il est évident qu'en cas de déploiement d'une nouvelle technologie, ça ne change pas que les caractéristiques des terminaux qui sont renouvelés. Ça modifie le parc de terminaux dans son ensemble, c'est-à-dire que ça fait apparaître des terminaux qui n'auraient pas existé si on était resté à la version précédente de la technologie. Donc, c'est pas juste les smartphones qui vont passer de 4G à 5G. Vous allez voir apparaître également des objets connectés, je vois par exemple des voitures, que vous n'auriez pas eu avec la technologie précédente. Donc, c'est pas juste une affaire de renouvellement un peu modifié. Il y a également un accroissement du parc avec des nouveaux terminaux. Donc, ces terminaux, je le redis, il faut les renouveler à intervalles réguliers et on peut considérer que ce renouvellement est inclus dans la poche usage. Ça fait partie de ce qui est nécessaire pour qu'on puisse continuer à se servir de l'infrastructure. Merci. Je reviens sur les enjeux liés
aux émissions importées et aux importations de matériel, avec des questions qui nous demandent au fond mais quels sont les leviers dont on dispose vis-à-vis de ces émissions importées ou vis-à-vis des grandes entreprises globalisées qui nous fournissent ce matériel. Oui, je veux bien prendre la question. Donc, dans notre rapport sur l'empreinte carbone, on a regardé tout ça en détail. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, les entreprises contrôlent beaucoup des importations des produits. Donc, si on regarde tous les produits qui ont pour label Produit France, le Made in France, en fait, on voit que 75% du contenu carbone est contrôlé par des acteurs français, donc soit les ménages, soit les entreprises, et jusqu'à 85% si on regarde au niveau européen. Donc, ce sont vraiment les choix des entreprises qui peuvent servir comme levier. C'est un levier vraiment très important. On a recommandé au gouvernement à l'automne, dans ce rapport, de travailler avec les entreprises pour encourager, soutenir une stratégie pour justement accompagner les choix des entreprises vers des choix qui seraient bas carbone. Par exemple, au sein des lois qui existent en ce moment, et aussi en développant éventuellement un score carbone qui permet, comme levier, inciter des comportements vertueux, y compris chez les importations. Donc, ces leviers d'action mis en place par les entreprises et par les stratégies commerciales de la France pourraient inciter les autres pays qui importent leurs produits en France à accompagner leur stratégie ou à renforcer leur stratégie de réduction en émissions au niveau de la production. Donc, on voit bien que ce que l'on essaie d'encourager ici, et c'est très, très important, c'est d'avoir une dynamique globale de réduction des émissions avec inciter ou encourager avec un effet cascade qui partirait des choix des consommateurs en France et dans les autres pays qui mettent aussi en place ce genre de démarche au niveau de l'Europe en particulier. Dernier élément, il y a aussi tout un contexte global à reconnaître ici, c'est-à-dire que on a besoin que l'ensemble des pays s'engagent vers la neutralité carbone et il faut que la France continue et même renforce autant que possible la parole au niveau international pour encourager les pays à renforcer leurs engagements climatiques, en particulier cette année. J'ajoutais peut-être un mot sur cet aspect effectivement des démarches des entreprises. Cette dimension empreinte, elle repose beaucoup sur les décisions des entreprises. Et au fond, on pourrait imaginer un système accompagné par l'État dans lequel les efforts portés par les entreprises dans ce domaine-là pourraient être rendus visibles sur les marchés, rendus visibles auprès des consommateurs. On sait que on a des consommateurs qui commencent à être de plus en plus attentifs à ces questions de climat et qui pourraient aussi être intéressés en fait pour faire leur propre choix avec de l'information sur les impacts. Donc il paraît tout à fait important aujourd'hui que les efforts qui sont réalisés par les entreprises puissent être rendus visibles sur les marchés et dans les espaces de concurrence. Ça pourrait être un levier tout à fait évident. Et du coup, je voudrais aussi ajouter quelque chose qu'on a mentionné tout à l'heure par rapport aux responsabilités du secteur. Il me semble que la question des promesses finalement climatiques qui sont portées par le numérique en général et la 5G en particulier, en fait, ne constitue certainement pas une façon pour les acteurs du secteur de se dédouaner face à ces responsabilités, mais les oblige davantage, les engage davantage. C'est-à-dire que finalement, si le secteur veut faire la preuve, en effet, de son rôle dans ces promesses climatiques, il faut absolument que la question des effets rebonds soit maîtrisée. Il faut absolument que les entreprises en fait puissent faire la preuve qu'elles ont complètement intégré cette culture climatique que nous avons évoquée dans notre rapport. Et donc, au vu des recommandations formulées par le HCC et de l'expérience qu'on est en train d'acquérir,
quel serait le processus idéal, au regard du climat évidemment, de déploiement de la 6G? Donc, toute planification majeure technologique qui aura des impacts sur l'ensemble de la société doit être anticipée, accompagnée d'évaluations par rapport à leur impact sur le climat et que cet impact sur le climat soit maîtrisé en cohérence avec les objectifs climatiques de la France. Donc, il faut s'y prendre très tôt. Il faut avoir une analyse transparente qui engage les parties prenantes d'avance, qui inclut la mise en place de données et le suivi potentiel de déploiement de technologies. Ça vaut pour la 5G, ça vaut pour la 6G, ça vaut aussi pour les déploiements dans tous les secteurs de l'économie qui ont un impact potentiel sur le climat. Merci Corinne. Et peut-être un dernier mot pour terminer sur la portée des recommandations du Haut Conseil pour le climat et comment est-ce qu'on pourrait faire en compte comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elles soient mieux prises en compte, plus prises en compte? C'est bon. Déjà, nos recommandations, comme dans celle-ci, ont été demandées. Ce rapport a été demandé directement par le président du Sénat, auquel nous avons remis le rapport. On a aussi présenté ces résultats dans un certain nombre de commissions du développement durable. Ce que l'on voit dans l'ensemble par rapport au pilotage de la stratégie bas carbone en France, c'est que il faudrait remonter le niveau, il faudrait qu'elle soit accaparée par l'ensemble des ministères et que vraiment on ait une stratégie d'ensemble dans tous les ministères, dans tous les départements avec des feuilles de route pour toutes les filières de l'économie. Donc, le Haut Conseil pour le climat publie un état des lieux en chaque année, une évaluation de la stratégie du gouvernement. Et le gouvernement doit répondre à nos rapports une fois par année. Donc, on attend là la réponse à notre rapport 2020. Et cette dynamique d'ensemble, en fait, elle pourrait remonter d'un niveau lorsque le gouvernement répondra à notre rapport au Parlement. On souhaiterait bien voir le Parlement s'accaparer des recommandations, des décisions pour faire justement accélérer la baisse en émissions le plus rapidement possible. Très bien. Merci Corinne, merci Sophie, merci Jean-Marc. Pour rappel, donc, le rapport est disponible sur le site internet du Haut Conseil pour le climat, ainsi que les études qui ont servi de support. Ce webinaire sera aussi disponible en visionnage sur la chaîne YouTube du Haut Conseil pour le climat. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé et nous nous revoyons au prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.